Bonsoir, bienvenue au Cercle de généalogie juive, CGJ, et bienvenue au Mémorial de la Shoah qui nous accueille. Et cela fait sens puisque les familles de nos deux conférenciers, Edith Chomentowski et Frank Van Koerel, ont bien sûr vu leur sort durement frappé pendant la Shoah. Nous allons commencer par Edith Chomentowski, qui est docteur en sciences économiques et qui vient nous parler de son père, le peintre David Garfinkel. Edith Chomentowski, vous étiez déjà venue nous instruire sur sa ville natale Radom. Vous avez toujours eu à cœur, vous et votre sœur Irène Gisèle Rosenbaum, qui hélas n'est plus. Vous avez toujours eu à cœur, disais-je, de rendre hommage à votre père. Votre père est né en 1902 à Radom et décédé à Paris en 1970. C'est à la fois un peintre polonais et français, il est rattaché à l'école de Paris, juif et universel, et avant tout un coloriste. Je pense que c'est vous, maintenant, qui saurez mieux que nous en parler. D'accord. Je vais vérifier que le micro est bien branché parce qu'il y a un bruit fou. Bonjour à tous. Je voudrais d'abord remercier le Cercle de généalogie juive et surtout Claire Veil de m'avoir donné l'occasion de vous parler de l'œuvre de mon père, le peintre Jacob David Garfinkel. Mon père est né à Radom, comme le disait Claire Veil. Radom se trouve dans le centre de la Pologne, dans ce qui s'appelle la voïvodie de Mazovie, à 100 km au sud de Radom, de Varsovie. Comment vous montrer Varsovie? À 100 km au sud de Varsovie. Et à 190 km au nord de Cracovie. Radom n'est pas un shtetl, comme on qualifie souvent l'habitat de juifs polonais. C'est une ville industrielle avec en centre-ville une architecture typique du XIXe siècle. À Radom, en 1938, sur une population totale de 80 000 habitants, les Juifs étaient 25 000, représentant 30% de la population. Aujourd'hui, Radom compte environ 220 000 habitants, dont vraisemblablement aucun n'est juif. En revanche, il existe encore en France et dans d'autres pays des associations qu'on appelle en yiddish des Landmannschaft, des sociétés de secours mutuels qui avaient été formées par des immigrants juifs d'Europe centrale dans l'entre-deux-guerres. Leur rôle était d'aider les nouveaux arrivés à se loger, à trouver du travail, à secourir les malades et à gérer les funérailles. La Société des Amis de Radom fut créée en 1926 et existe toujours. Le président de cette société est Daniel Weisberg est là, et plusieurs représentants de cette société sont également là. Et moi-même, je suis la trésorière de la Société des Amis de Radom. Ces Landmannschaft, en tant que gardiens de la mémoire, ont fait paraître des Historbuch pour commémorer les communautés juives détruites pendant la Shoah. Il existe un tel livre sur Radom, édité en 1961 par les originaires de Radom, en France, aux États-Unis, au Canada et en Israël. Et Frank Van Koerel va nous parler tout à l'heure de celui qu'il a fait sur sa famille.
En 1902, à la naissance de mon père, Radom et sa région faisaient partie de l'Empire tsariste. C'est pourquoi son certificat de naissance est en russe. Juste un petit rappel historique. Comme vous le savez, la Pologne avait été partagée à la fin du XVIIIe siècle entre la Prusse, l'Autriche et la Russie. Après le troisième partage, réalisé en 1795, la région de Radom avait d'abord été rattachée à l'Autriche au sein de la province de Galicie, mais après les guerres napoléoniennes, elle fut intégrée dans l'Empire russe. À la suite de la Première Guerre mondiale et du traité de Versailles, la Pologne va recouvrer l'indépendance qu'elle avait perdue depuis plus de 120 ans, mis à part la parenthèse napoléonienne. La Deuxième République polonaise englobe alors la presque totalité du royaume de Pologne, dont la région de Radom. Pour ceux qui savent lire le russe, il est écrit en russe Gorfinkiel, mais sur le registre des résidents permanents de Radom, le nom de famille est orthographié, toujours en russe, avec 3 variantes. Gourfinkiel pour mon grand-père, Gorfinkiel pour 2 autres enfants et Garfinkiel pour les 5 autres enfants, dont mon père. Après 1918, les registres sont complétés en polonais et le nom de famille a été transcrit Gurfinkiel, le U se prononçant OU en polonais et le E russe a été transcrit YE en polonais. Vous avez peut-être vous-même constaté dans vos familles que les noms russes et polonais ont été transcrits différemment dans une même famille. David Garfinkel n'avait pas de photo de sa mère, contrairement à la photo de son père. Et il avait juste un dessin qu'il fit en 1919, révélant déjà ses talents de dessinateur. Ses parents étaient nés également à Radom, mais ses grands-parents paternels venaient de Żarnów, à 80 km à l'ouest de Radom, alors que son grand-père maternel était originaire de Przytyk, une vingtaine de kilomètres de Radom. À Radom, la famille Garfinkel était appelée la famille d'artistes. Mandel, mon grand-père, était graveur et sculpteur sur bois et sur pierre. Il sculptait entre autres des stèles de pierre tombale qu'on appelle des matsevot. Je ne sais pas si ces matsevot qui sont présentés ici ont été faites par mon grand-père, car le cimetière juif de Radom a été complètement vandalisé pendant la guerre, mais dans les années 90, le cimetière a été sécurisé et les matsevot retrouvés ont été accrochés au mur intérieur. Plusieurs des enfants Garfinkel avaient des dons artistiques. Rosalia, une sœur de mon père, était peintre et participa à plusieurs expositions de peinture en Pologne. Lorsque j'étais d'ailleurs à Radom en mai 2019, où j'ai fait aussi une conférence sur mon père au centre culturel, ils m'ont donné des copies d'articles de journaux polonais de 1938 sur les expositions de Rosalia à Radom. Un des fils Garfinkel, Hersch, était peintre et sculpteur sur pierre comme son père. Un de ses fils lui-même fut aussi sculpteur sur pierre. Et là, vous voyez l'atelier de tailleur de pierre des Garfinkel à Radom. Hilary, un frère de mon père, né 2 ans avant, était aussi peintre. Quant à Félix, né 10 ans avant mon père, il était photographe, installé à Varsovie. Les photographes étaient alors considérés comme des artistes, ce que montre bien l'exposition que vous avez peut-être vue, hommage sur Blumenfeld. Mais seul David, le plus jeune des 9 enfants, put faire des études d'art. Il commença à peindre très jeune, vous le voyez ici à 17 ans,
Et l'écrivain yiddish Mandelmann rappelle ce que le peintre doit à son enfance. David Garfinkel est né à Radom, une ville qui se trouve dans la partie très plate du pays, la Pologne des plaines qui ressemble à la Beauce française. C'est là qu'il a vu la lumière pour la première fois, c'est là qu'il s'est imprégné du crépuscule, c'est là encore qu'il entend le chant du coq. Après avoir fait son service militaire en 1923, il part étudier aux Beaux-Arts de Cracovie en 1925, puis à Varsovie en 1927. Vous le voyez ici, mon père, assis au premier rang à droite, avec le coude sur le buste de Socrate. Nous sommes désormais, après la Première Guerre mondiale et après la guerre soviéto-polonaise de 1919-1920, nous sommes dans une Pologne alors réunifiée et indépendante. Une Pologne qui, en matière artistique, se libère de l'académisme qui avait été imposé par les autorités russes. Garfinkel est sensible à l'influence de Józef Pankiewicz, qui fut l'initiateur du colorisme dans la peinture polonaise et enseignait à Cracovie. Il est sensible également à la peinture d'Artur Markowicz, ici en bas, installé aussi à Cracovie. Pankiewicz, comme Markowicz, avaient tous deux forgé leur personnalité artistique au contact des maîtres français. Garfinkel se sent proche des capistes, abréviation du nom de Komitet Paryski, les capistes qui regroupent des étudiants de l'Académie des Beaux-Arts de Cracovie, venus poursuivre leurs études artistiques à Paris de 1924 à 1931. Parmi eux, Jean Sibis, dont un tableau est représenté ici, que Garfinkel a rencontré à Cracovie. Nous savons que mon père a participé à plusieurs expositions collectives à Cracovie et à Varsovie. Il est membre également d'une association juive créée en 1923 et qui a pour mission de propager le goût des arts au sein de la société juive. Cette association, dont le nom donc est en polonais, en yiddish et en hébreu, sur la carte de mon père, a joué un rôle important dans la formation de la communauté artistique polonaise et a organisé beaucoup d'expositions. Garfinkel, mon père, a vendu sans doute beaucoup d'œuvres durant ces années en Pologne. Malheureusement, nous n'en avons aucune trace. Mais comme tous les jeunes artistes de cette époque, son rêve est de rejoindre Paris, qui était le centre du monde artistique avant la Deuxième Guerre mondiale, et de s'intégrer dans ce qu'on appelle l'école de Paris. L'expression école de Paris, utilisée pour la première fois en 1925, ne définit pas un mouvement pictural, elle désigne plutôt l'ensemble des artistes étrangers arrivés à Paris dès le début du XXe siècle, à la recherche de conditions favorables à leur art et qui ont contribué à faire de Paris le foyer de la création artistique. Nombreux sont les peintres juifs de l'école de Paris. Ces artistes viennent de l'Europe de l'Est, notamment de Pologne. Ils ont été familiarisés avec les grands maîtres français du XIXe siècle et connaissent les impressionnistes par l'intermédiaire de leurs professeurs. Mais la modernité ne s'arrête pas là. Il y a aussi d'autres tendances, le cubisme, l'expressionnisme, les nabis et autres. Ils seront plus de 500 peintres dans le Paris de l'entre-deux-guerres. Dans le livre de Nadine Nizaver, qui est représenté ici, dont la 3e édition date de 2020, on trouve des notices illustrées sur 178 artistes dont mon père, qui formaient entre eux un réseau d'amitié. Certains ont péri, 12 ont été profondément meurtris. Mais revenons en arrière. Garfinkel, mon père, arrive à Paris en 1932. Il aimait raconter
qu'il avait acheté son billet de train grâce à un ticket gagnant à la loterie. Il a peint ce tableau en se remémorant sans doute ce souvenir. Et donc il y a cette roue qui tourne et ce billet de loterie qui lui a permis de venir à Paris. Il ne retournera jamais en Pologne. À Paris, Montparnasse est sa patrie, jusqu'à sa mort, puisque Montparnasse est le thème de son dernier tableau. Il fréquente la célèbre Académie Julian et surtout l'Académie de la Grande Chaumière. C'est un lieu mythique, situé dans le quartier légendaire de Montparnasse, où les peintres célèbres et moins célèbres sont venus s'asseoir dans le vaste atelier un peu mystérieux de cette académie libre pour y pratiquer leur art intemporel. Un atelier dédié aux modèles vivants, aux nus, où les artistes peuvent s'exprimer sous toutes leurs formes. C'est à l'Académie et dans les cafés de Montparnasse, comme le Dôme, qui est représenté ici, où se retrouvent essentiellement des artistes étrangers, dont de nombreux Polonais et Russes, que David Garfinkel découvre l'avant-garde artistique parisienne. Ce tableau se trouve dans la collection de Marek Refler, qui a créé en 2010, près de Varsovie, un musée dédié à l'école de Paris. Garfinkel va rapidement exposer dans les salons parisiens. Mais pour gagner sa vie, il se fait retoucheur de photos. En 1934, il commence à travailler pour le studio Harcourt, créé la même année, très connu, encore maintenant, et où des personnalités artistiques de tout Paris viennent se faire tirer le portrait. C'est également à Paris qu'il rencontre celle qui va devenir sa femme, Pauline Garfinkel, Pauline Glosser, avant, s'appelait Garfinkel, née à Pinsk, et Pinsk était alors en Pologne, alors que maintenant c'est en Biélorussie. Ils se marient en 1934 et leur premier enfant, Gisèle, naîtra en 1937. Mais en 1939, la guerre éclate. Quelques jours avant que les Allemands n'occupent Paris, en 1940, Garfinkel et sa famille se réfugient en zone libre. D'abord à Brive-la-Gaillarde, en Corrèze, où il continue de peindre et de dessiner. Donc là, il y a deux tableaux qu'il a fait à Brive-la-Gaillarde quand il était en 40. À Brive, sans doute, il fait le portrait de David Knut, un poète juif de langue russe. Knut crée pendant la Deuxième Guerre mondiale une organisation secrète appelée la Main Forte, un mouvement de résistance française qui deviendra ensuite l'armée juive. Après la guerre, Knut retourne à Paris et devient le rédacteur du journal Le Monde Juif, puis du bulletin du Centre de documentation juive contemporaine, qui s'appelle aujourd'hui la Revue de l'histoire de la Shoah. Et sur ce dessin fait par mon père, donc David Knut a écrit en bas à droite, en février 1941, « Il y a des rencontres qui ne laissent pas de traces. Je voudrais que cette trace témoigne d'une autre, moins visible, mais aussi lisible. » Après Brive, mes parents et ma sœur s'installent à Lyon en 1941. En 1942, ma mère donnera naissance à un deuxième enfant, un garçon handicapé mental. Vivant à demi caché, Garfinkel peint néanmoins. Il avait raconté à Achille Aronson, dont je reparlerai plus tard, qu'alors qu'il peignait en plein air un paysage de la campagne lyonnaise, un passant s'arrêta et observa avec grand intérêt son œuvre. Cet inconnu, amateur d'art, remit à mon père un mot de recommandation à présenter à un galériste lyonnais. C'est ainsi que mon père put exposer dans cette galerie, mais aussi au Salon d'automne de Lyon, et vendre ses huiles et ses aquarelles. Son inspiration prit alors un nouvel essor,
et ses créations s'en ressentirent de manière positive. Sur cette simple aquarelle de roulotte sous la neige au petit matin, vous remarquerez la subtilité des coloris pastels. À propos de ce tableau, intitulé La Boulangère, fait également à Lyon en 1941, l'historienne de l'art Brigitte Hauss écrit dans les cahiers Bernard Lazare en avril 2018. Cette toile met bien en scène la foule pressée autour de l'imposante commerçante qui, sous l'effet du rationnement, débite le pain au gramme près. Les couleurs ternes dénotent bien le climat anxiogène de la pénurie. Pour compléter ses revenus, Garfinkel réalise des motifs pour les soieries de Lyon, des motifs floraux, abstraits, géométriques. Comme Raoul Dufy, avant lui, qui avait créé pour le grand couturier Poiret des impressions pour tissus, puis avait travaillé avec une firme lyonnaise des textiles dans les années 1910-1930. Après la Libération, la famille Garfinkel, qui compte un troisième enfant, moi-même, revient à Paris. Le bilan de la guerre est dramatique. L'atelier parisien du peintre a été pillé et la totalité de son œuvre d'avant-guerre a disparu. En 2019, le mémorial de la Shoah, où nous sommes, présentait une exposition sur le marché de l'art sous l'occupation 1940-44, qui montrait surtout la spoliation des galéristes et des collectionneurs. Mais comme l'écrivait Claude Lanzmann dans sa préface au livre de Nadine Nizaver que j'ai montré tout à l'heure, il a écrit « S'agissant d'art, les premiers spoliés ne furent pas les collectionneurs, mais les artistes eux-mêmes, dont les œuvres, détruites, dérobées, dispersées, ont sans doute disparu à jamais. » Garfinkel est affecté par la perte de ses œuvres, mais il est bien plus bouleversé quand il apprendra que ses 8 frères et sœurs ont péri en Pologne, ainsi que leurs conjoints, et 16 de ses 17 neveux et nièces. La dernière lettre, écrite depuis le petit ghetto de Glinice à Radom par une de ses sœurs et un de ses frères, est très émouvante. Elle est postée le 10 juillet 1941 en réponse à une lettre de leur frère David. Elle est envoyée à l'adresse de la tante de ma mère, sans doute pour des raisons de sécurité. Le ghetto de Radom sera liquidé un an plus tard, à partir du 4 août 1942. Quelques mois après la libération de Paris, les artistes juifs se mobilisent et organisent, dès avril 1945, une exposition. Dans la préface de l'invitation, on peut lire « La première exposition des artistes juifs après la libération du joug allemand peut se passer de tout commentaire. L'artiste juif a appris que le pinceau, l'outil par excellence pacifique, a cessé d'être un accessoire de luxe. Il est devenu une arme avec laquelle il est capable d'apporter son tribut dans la lutte pour le respect de la dignité humaine. » La révolte du ghetto de Varsovie, dont la profonde signification consistait dans le libre choix d'une mort héroïque à la place d'une mort sans résistance, restera à jamais pour l'artiste juif un symbole. À propos de ce grand tableau de mon père, le critique d'art Raymond Charmet écrit « Quand Garfinkel a entrepris, après la guerre, de ressusciter en de grandes compositions les scènes indicibles d'exodes épouvantés et de massacres au ghetto, il atteignit à des accents de sensibilité déchirée, d'horreur convulsive, qui rejoignent l'art des grands maîtres. La tragédie lui inspire de nombreuses autres œuvres. L'Exode, par exemple,
un tableau acquis par la ville de Paris lors d'une exposition personnelle à la Galerie Zac en 1958. Et le critique Waldemar Georges écrivait dans la plaquette de cette exposition: « L'Exode constitue, croyons-nous, l'aboutissement logique des recherches de Garfinkel. Cette frise qui évoque une masse humaine compacte, où les bêtes, les chariots et les hommes se confondent, se dégage d'un magma de taches et de hachures dont le registre s'étend du jaune jonquille au pourpre et du vert émeraude au bleu saphir. Mais au-delà de la tristesse et de la nostalgie qui transpercent dans certaines toiles, quand nous regardons ces paysages, ces natures mortes ou ces compositions, il en ressort une sensualité et une joie de vivre qui nous enchantent. Il peint et dessine sans relâche, utilisant tous les supports, toile, contrepaquet, papier, même papier journal, comme sur cette terrasse du café à Montparnasse. Et il utilise aussi toutes les techniques, pinceau, huile, aquarelle, fusain, etc. Dans son studio de David, rue de la Présentation à Belleville, il a renoué avec la photographie en passant de l'autre côté de l'objectif pour gagner sa vie. C'est là qu'il peint, recevant les clients qui viennent se faire photographier et les amateurs et même collectionneurs qui viennent acheter des œuvres. Garfinkel est rattaché au courant expressionniste, courant artistique figuratif apparu au début du XXe siècle en Europe du Nord, avec Edvard Munch, considéré comme un pionnier, dont il y a une exposition actuellement à Paris, et particulièrement en Allemagne avec Georges Gross, Otto Dix et Emil Nolde. Ce mouvement, d'ailleurs, sera condamné par le régime nazi qui le considérait comme un art dégénéré. Chez mon père, la puissance expressionniste est tempérée par une empathie envers ses semblables. Waldemar Georges qualifie son expressionnisme de romantique et apocalyptique et écrit « Il n'imite personne, il crée son monde, son domaine réservé, il peint avec l'amour des choses et avec la ferveur d'un artiste authentique. » Le tableau Les Trois Grâces offre une palette chatoyante. Les formes sont les suggérées, les visages simplifiés, comme pour laisser la part belle à la couleur. La femme au chien, peint au contraire dans des tons ocre, avec des lignes épaisses, présente un aspect mystérieux, comme beaucoup d'œuvres de mon père. Dans le métro, hommes et femmes peints au couteau sont les acteurs d'une scène de la vie quotidienne que le peintre met en lumière en faisant jouer sa palette d'ocre et de vert. Le modélé des visages est simplifié, impénétrable. En 1956, il se rend en Provence, où il est ébloui par les couleurs chaudes propres au sud de la France. Certains tableaux sont peints sur place, mais beaucoup sont réalisés à Belleville, dans son atelier, à partir des croquis et de ses souvenirs. En 1961, il découvre Israël et y organise 2 expositions. La lumière et les paysages l'émerveillent, et c'est bien dans son atelier qu'il réinvente la splendeur des couleurs du Negev. Cette composition est le fruit de son imagination, puisque c'est un grand tableau qui fait 1,50 m sur 1,40 m, et donc qu'il n'a pas fait en Israël, mais dans son atelier à Paris. Il rapporte de nombreux dessins et croquis d'Israël qui l'inspireront à son retour à Paris, comme ce tableau, ici un paysage d'Israël. Il enchaîne les expositions individuelles et collectives. Chaque année, il retrouve les Simèses du Salon des Indépendants. Ici, en 1963, avec ce Don Quichotte haut en couleur.
Pourquoi, peut-on se demander, l'urgence de représenter un personnage d'un roman vieux de 5 siècles, sinon que Garfinkel se sent comme l'ingénieux Hidalgo, celui qui n'arrête jamais, qui n'abdique pas, qui combat les moulins pour ses idéaux. Il expose régulièrement au Salon d'automne, au Salon de l'Art libre et dans d'autres salons. Dans ce portrait énigmatique, exposé en 1963 au Salon d'automne et intitulé « La carte mensuelle », les verts et les rouges triomphent dans une explosion chromatique. La femme est dessinée à gros traits, les couleurs sont fortes, elle dégage une atmosphère mystérieuse, inquiétante, et en même temps c'est un chant à l'amour, avec l'as de cœur représenté, et la chance avec le jeu de cartes. Comment ne pas faire voir à la fois la loterie que nous avions, le tableau que nous avions vu précédemment, le hasard qui fit qu'il fut le seul survivant de sa fratrie, et la chance que Paris lui apporta avec la survie et l'amour. Il participe aussi une ou plusieurs fois par an à des expositions organisées par des artistes juifs. Nous avons vu que dès 1945, une exposition était organisée par le GAGEF, et l'année suivante, cette même association, en décembre 1946, organise une exposition à laquelle participent entre autres Chagall, mon père, Hannah Orloff et d'autres peintres. La préface de l'invitation est rédigée par Gill Aronson, célèbre critique d'art, qui écrit entre autres un livre intitulé en yiddish « Scène et visage de Montparnasse ». Ce livre a été préfacé par Chagall et publié en 1963 à Paris. Le texte, il y a juste un résumé en français et de nombreuses illustrations. Ce livre, faute de traduction, reste sans équivalent pour l'histoire des peintres juifs à Paris pendant la première moitié du XXe siècle. Dans les pages consacrées à mon père, Aronson écrit « En examinant les toiles de Garfinkel lors d'une visite dans son atelier, je me suis dit que j'avais devant moi un représentant authentique de l'école de Paris, un talent pictural original. » Nadine Nizaver, dont nous avions vu le livre précédemment, s'est servie de ce livre de Gill Aronson en faisant traduire plusieurs pages et pour son livre « Les artistes juifs de l'école de Paris ». Le GAGEF, cette association dont je parlais, est remplacée en 1949 par l'Association des artistes peintres et sculpteurs juifs de France, présidée dans un premier temps par Mané Katz et qui organisa tous les ans des expositions. Ici, nous avons une invitation pour l'exposition qui se tient en 1957. Dans les années 60, d'ailleurs, mon père sera vice-président de cette association. Mon père est également un artiste engagé, en particulier dans les associations juives d'entraide. Il offre régulièrement des œuvres pour des expositions-ventes au profit des enfants juifs, des colonies de vacances de Lopège, des anciens déportés, de la recherche médicale en Israël. Mais il est engagé aussi auprès du foyer d'handicapés mentaux où mon frère est placé. Pendant des années, mon père s'y rend régulièrement pour leur donner des cours de peinture et parfois il réutilise les dessins faits par les handicapés dans cette association, dans ce foyer Saint-Michel, pour les finaliser, pour les parachever. Mon père puise aussi dans ses souvenirs pour les exprimer en peinture, les souvenirs de la vie juive en Pologne, comme par exemple ce porteur d'eau, mais aussi ses souvenirs et sa connaissance approfondie des rituels, avec cette discussion talmudique, ce rabbin avec la Torah,
et aussi dans le folklore juif, avec le Tévier le laitier, inspiré d'un livre de Shalom Aleichem. Il est hanté, dirait-on, par ces personnages typiquement juifs qui étudient, qui dansent avec la Torah, qui prient, comme ici en bas à droite, et qui célèbrent le Seder. Chaque tête sort de son imagination. Il n'y a pas de personnage qui pose pour faire tous ces tableaux, toutes ces œuvres. Il étudie, comme je disais, il est hanté par ses têtes, et chaque tête sort de son imagination, de ses réminiscences sans doute, mais il y a une sorte dans lui d'alphabet sémiologique. C'est ça qui fait bruit? Il y a une sorte d'alphabet sémiologique qui lui est propre, avec des rabbins qui expriment la colère, d'autres la tristesse ou la foi ou la détermination, en tout cas le goût de l'étude, avec ce talmudiste. Le mariage est un acte important aussi pour mon père, qui consacre de nombreuses toiles. Dans ce tableau sous la choupa, la foule des convives encercle les jeunes mariés qui éclairent d'un blanc virginal le centre de la scène. Les mariés, l'autre tableau ici représenté, est une peinture énigmatique où un homme étrange, au visage vert, tient fermement le bras de la mariée. Les sujets bibliques l'inspirent, et en particulier Moïse, sujet récurrent qu'il représente dans un plan rapproché ou avec des tables de la loi. Dans le dessin au feutre qui présente le sacrifice d'Isaac, Garfinkel choisit un trait fouillé, précis. Le triomphe de Mardoché en bas illustre parfaitement ce qui est écrit dans le livre d'Esther, le 21e livre de la Bible hébraïque, et que nous commémorons à Purim. Ce grand tableau, intitulé « Réalisation d'un rêve », a été peint après la guerre des 6 jours, en juin 67, et montre l'entrée dans la vieille ville de Jérusalem. Le peintre transcende ici l'actualité et l'intègre dans son œuvre pour la transformer en un rêve messianique. La muse à gauche, le prophète sur le cheval, les soldats héroïques près du mur, ici, et in fine, la Torah représentée ici. Ses sujets d'inspiration sont variés, comme Cézanne qui l'admirait, les objets ordinaires, les fleurs, les fruits, les poissons lui permettent d'expérimenter dans ces natures mortes les styles et les couleurs. Il jongle avec les tonalités chaudes et froides, passant des rouges ardents au vert profond. Les critiques d'art relèvent les couleurs lumineuses de ses toiles, qui rappellent les fauves, mais aussi les nabis. Je sais pas, c'est... Le poète et critique d'art Édouard Roditi écrit « La peinture de Garfinkel se situe à mi-chemin entre celle de Soutine, qu'il a beaucoup fréquentée à son arrivée à Paris, et celle des disciples français ou polonais des nabis. Des coqs, des chevaux, des oiseaux. Ces animaux sont des symboles. À propos du coq, l'écrivain Mandelmann écrit « Mon regard s'approche d'un tableau, un coq qui chante au lever du jour dans un bleu lointain et sombre. Quelque part au loin, on voit un soleil. Le jaune, le vert et le brun dominent. Cette toile est peinte avec énergie, force et audace. C'est un cri vers le monde qui s'élève
Je suis là, j'existe, bonjour le monde. Ceci est un appel de l'artiste après une nuit de cauchemar, la guerre. Ce que l'on ressent dans ces tableaux, c'est la joie de vivre, la beauté qui stimule l'œil. Pour David Garfinkel, son art, c'est la couleur plus que le sujet. Ce que le poète fait avec des mots, il veut l'exprimer avec ses couleurs. Mandelmann, encore, écrivait dans Unser Wort, le journal yiddish, on peut dire sans hésiter que l'enfance influence considérablement la peinture de Garfinkel. C'est le monde qu'il a en lui et qu'il révèle à chaque fois d'une nouvelle manière selon son humeur. Des signes de son enfance, on les trouve dans chaque tableau, même ceux qui sont peints au bord de la Seine. Voilà la marque de sa personnalité. Ses portraits et nus féminins sont travaillés avec la même intensité chromatique. Dans les porteurs d'eau, à droite, les figures féminines arborent leur cruche sur la tête dans une scène joyeuse et dansante. Le fond s'organise en une succession de volumes colorés et structurés, comme on le trouve souvent dans la peinture de Garfinkel. Dans le printemps, à gauche, les deux femmes se tiennent côte à côte dans une végétation luxuriante qui pourrait être assimilée à un jardin d'Éden. Mon père était musicien sans avoir jamais étudié, appris la musique. Et il pouvait jouer du piano, du violon, de la flûte, juste en écoutant, après avoir écouté des morceaux, il les reproduisait en jouant. Il aimait la musique, il aimait la jouer autant que l'écouter ou la peindre. Et la musique est omniprésente dans son œuvre, en particulier autour des klezmorim. Le cirque et la danse étaient aussi pour lui une inépuisable source d'inspiration. Dans les scènes de danse collective, le peintre choisit souvent le format allongé et l'on distingue les danseuses ondulées au rythme de la musique. Toujours artiste, toujours bohème, il admire la jeunesse de mai 68 dans cette grande composition qui représente la gaieté, la musique et la poésie avec François Villon, ici, sur la place de la Sorbonne. Au premier coup d'œil, on perçoit directement le talent du coloriste de David Garfinkel. Et c'est en regardant de plus près que l'on découvre la subtilité du travail des couleurs. Ces thèmes ne sont que des prétextes pour bâtir de choquevoyantes symphonies chromatiques. La matière et la couleur sont le support de son œuvre. On pourrait dire son mode d'expression. Il travaille souvent au couteau, comme ici, en bas, crée des empattements, donne des effets de matière. Souvent, le peintre fuit les contours et dessine les formes en trouvant le juste contact entre deux couleurs. De ce maître de la couleur, on pourrait dire, comme Baudelaire, à propos de Delacroix, que Garfinkel aimait beaucoup, il semble que cette couleur pense par elle-même, indépendamment des objets qu'elle habille. Les admirables accords de sa couleur font souvent rêver d'harmonie et de mélodie. Mandelmann écrivait « Nous avons devant nous un coloriste qui veut rendre la grâce divine avec sa couleur précisément, un peintre audacieux avec sa propre personnalité. » Quant à Waldemar Georges, à propos de mon père, il évoquait un art dont la couleur est le seul élément solide et constructif, le seul argument et la seule armature. En 1970, mon père est subitement emporté par la maladie. Dans cet autoportrait, peint à Lyon en 1942, pendant cette période tragique, il semble nous interpeller dans un face-à-face avec lui-même. Il nous laisse près d'1 millier de peintures, autant de dessins et d'innombrables croquis,
que nous avons pu identifier, dispersés chez différents collectionneurs et musées en France, en Israël, aux États-Unis, en Allemagne, en Autriche, en Pologne. Ces œuvres qui ont subsisté ont été réalisées entre 1940 et 1970, c'est-à-dire sur 30 ans, montrées dans de multiples expositions collectives et individuelles. Malheureusement, nous n'avons aucune trace de nombreuses autres œuvres réalisées avant la guerre. À propos de l'exposition à la galerie Aleph, à droite, en 1979, Mussia Toulman écrivait « Nous découvrons soudainement ravis des nus voluptueux de vastes compositions dans lesquelles le tempérament passionné de l'artiste se dévoile avec force et avec une ardeur passionnée. » La dernière exposition que nous avons organisée en 2017 à la Bibliothèque polonaise de Paris a rencontré un grand succès. Ce tableau, exposé au Salon des Indépendants de Paris en 1969, était intitulé par mon père « Danse slave ». Quand il fut accroché sur les cimaises de la bibliothèque polonaise, les Polonais reconnurent dans ce tableau la danse de Janosik. Janosik était une figure épique de la culture polonaise, une sorte de Robin des Bois qui vécut à la fin du XVIIe, début XVIIIe siècle, et sa ceinture magique le rendait invincible, mais il la perdit, et la légende raconte que, sur le point d'être pendu, il dansait encore. Garfinkel, donc, était imprégné des légendes polonaises, imprégné de la culture polonaise, et dans ce tableau, il a transposé dans un style à la fois très parisien et quelque peu exotique le souvenir visuel d'un instantané de sa jeunesse en Pologne. Mais en même temps, ses racines plongent dans la culture juive, comme le reflètent nombre de ses dessins et de ses peintures. Plus de 50 ans après sa disparition, sa part de mystère subsiste, même quand les œuvres ont l'air explicites. Un poisson étrangement orange que nous avons vu tout à l'heure, la musique et la danse tourbillonnantes, des natures mortes, vivantes comme des chardins, un paysage qui tend vers l'abstraction à droite, la subtilité des couleurs, une ruelle de Safed à gauche, en haut, la ville des kabbalistes, où un énigmatique personnage se fond et disparaît dans des pierres aux couleurs méditerranéennes. C'est le mystère de la création. Sa palette est la sienne, avec une gamme de verts très complexe, un peu plus proche de Soutine, mais ses sujets sont moins violents. Ils n'ont pas de vocation à une quelconque réalité, ni à une représentation du vrai. Ce sont des prétextes pour s'exprimer à travers les couleurs, ses pensées, ses angoisses, sa tristesse et parfois sa joie. Actuellement, Hommage, Musée d'art et d'histoire du judaïsme, dans le cadre d'une exposition d'œuvres d'Esther Karp, est exposé un tableau de Garfinkel, parce que ici, il a représenté, c'est un tableau qui a été fait en 1950, lors d'un vernissage d'une exposition sans doute organisée par le Centre culturel de l'UJRE, l'Union des Juifs pour la Résistance et l'entraide. Et ici est représentée donc Esther Karp, ici Rila Ronson, dont je vous ai parlé, un critique d'art, et puis d'autres peintres qui assistaient à ce vernissage. Pour en savoir, si vous voulez en savoir plus, il existe un web que nous avons fait au nom de Garfinkel. Et sinon, nous avons fait avec ma sœur, en 2006, un livre, si ça vous intéresse. Voilà.
voilà, que je mets, si vous voulez l'acheter, voilà. Et donc, je vous remercie pour votre attention. Merci infiniment, Edith Chebentowski, d'avoir présenté cette œuvre si belle d'un peintre, votre père, qui a su enchanter le monde comme le Quichotte, mais avec des couleurs, et ne pas le voir noir dans sa triste réalité.